Les opérateurs miniers, touristiques et forestiers peuvent ravitailler leurs exploitations depuis cet après-midi. Voilà 10 jours que les forces militaires déployées sur la Prouague à la recherche des orpailleurs clandestins responsables de la tragédie de Dorlin ont bloqué leurs activités. Cet après-midi, ils ont rencontré le préfet. Nous sommes venus solliciter du préfet le retour à l'exploitation. Ça, c'est la première chose. L'accès à la piste de Bélizon et au fleuve à Prouague était fermé depuis les jeudis 12 et vendredi 13. Ça fait déjà 10 jours que les exploitants forestiers, miniers ou touristiques ne peuvent pas accéder à leur lieu d'exploitation. Donc sur ces questions-là, la piste de Bélizon et le fleuve à Prouague seront libres à la circulation dès demain. C'est ce qui nous a été... c'est ce que le préfet nous a répondu. La deuxième question que nous lui avons posée, c'est sur le dédommagement des entreprises pour leur manque à gagner, puisque les entreprises ont eu un arrêt forcé de par la décision préfectorale de restreindre l'accès aux lieux d'exploitation. Donc partant de ce principe, nous sollicitons une bienveillance et une diligence des services de l'État lorsque les dossiers de chômage technique et de dédommagement en général seront présentés. Nous dépendons tous les uns des autres. Ce sont les mêmes problèmes pour les miniers, ce sont les mêmes problèmes pour les forestiers et les opérateurs touristiques. Le véritable problème, c'est celui de l'orpaillage clandestin. À partir du moment où l'État, ou le département, ou la région aura trouvé la façon de gérer ce problème, il n'y aura plus de problème. Il faut aussi que les deux pays voisins règlent ce genre de problème eux-mêmes. Et à ce moment-là, le problème de l'orpaillage clandestin sera résolu pour la Guyane. Ça, c'est un exemple concret d'un chantier d'insertion terminé qui avait mobilisé une dizaine de jeunes. Voilà, une dizaine de jeunes. Et donc, depuis le début, depuis 2010, on a pu, donc, par ce dispositif, mobiliser à peu près 100 000 € d'aide pour les entreprises, pour les associations d'insertion, et donc mettre en processus d'insertion une cinquantaine de personnes. Et elle en est fière. La mairie de Kourou, depuis son adhésion au plan local d'insertion à l'emploi en 2010, toute entreprise qui postule pour un appel d'offres supérieur à 200 000 € est obligée d'avoir 7 à 10% de ses effectifs en chantier d'insertion. Une règle qui ouvre les portes de l'emploi à des personnes en difficulté comme Marc, qui, à 29 ans, rêve de stabilité professionnelle, mais se contente, en attendant, des 600 € mensuels que son travail sur les chantiers d'insertion de l'association Libina One lui rapporte. J'ai eu la chance, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai appris des trucs que je ne savais pas. Au moins, ça m'a fait avancer dans la vie au lieu de rester chez moi et ne rien faire. Ici, vraiment, franchement, l'association Libina One nous a beaucoup aidé, nous les jeunes d'aujourd'hui que vous voyez ici, qui sont en train de travailler. C'est quelque chose pour nous, quoi. Cédric, lui, est là depuis 6 mois. À 21 ans, il est plein d'ambition. Là, je prépare un projet là, avec la DOM et j'attends toujours qu'on m'appelle. Parce que mon dossier est déjà prêt, c'est juste ce que j'attends, quoi. Ce serait quoi ce projet ? Régleur sur machine à commande numérique. Rien à voir avec la maçonnerie ? Non, rien à voir. C'est que parce que moi, j'aime faire un peu de tout, quoi. Ouais, polyvalent. Le chantier d'insertion a déjà permis la réalisation de grosses œuvres dans la ville, notamment dans le cadre du plan de rénovation urbaine, comme le marché couvert ou l'école Solange Patient. À côté de cela, existent aussi des ateliers d'insertion. L'association Libina One gère un atelier menuiserie dont les travaux sont époustouflants, mais ce n'est pas tout. L'insertion ne s'arrête pas uniquement sur le chantier, parce que lorsque ces jeunes viennent nous voir, les jeunes ou les moins jeunes viennent nous voir, on passe un contrat avec eux qui veut dire que normalement, ils doivent apprendre le métier sur le chantier et ensuite suivre des cours théoriques avec des organismes de formation. Parce que l'idée de ces chantiers est bien là, former pour permettre l'embauche ensuite. Au début, on a commencé à faire le carbet, là, le grand carbet en barre d'eau. Donc à la fin du chantier, il y en a quelques-uns qui ont retrouvé du boulot au niveau maçonnerie ainsi qu'au niveau de la charte. Sur le chantier précédent, 8 ouvriers en insertion ont été recrutés en entreprise sur les 20 formés par l'association. Sur tous les chantiers d'insertion, l'ambition reste la même. Il y a une réelle volonté d'accompagner, pas seulement de faire des actions flash, mais vraiment de pérenniser cette remise, cette insertion auprès des jeunes. Et là, on prévoit déjà certains chantiers pour 2013 dans les mêmes conditions de réalisation.
Sortir les personnes en difficulté du chômage tout en permettant le développement économique de la ville, voilà ce que permettent ces chantiers. L'autre conséquence, plus discrète mais non moins positive, c'est la baisse significative de la délinquance dans le village Saramaka. La municipalité de Matoury entend résorber l'habitat insalubre sur son territoire. Le quartier de la Cotonnière fait partie des projets de la commune. À Matoury, comme sur l'ensemble du territoire, il faut rapidement répondre aux besoins criants de logement, mais pas à n'importe quel prix. Nous permettons aux gens qui habitaient là-bas de devenir propriétaires en règle avec la possibilité de déposer un permis de construire. Ça veut dire que nous avons structuré ce quartier et ce quartier aujourd'hui a le visage d'un vrai quartier qui est pensé, puisqu'on a dû réfléchir pour son aménagement, pensé, et où on a travaillé et où les gens véritablement sentent qu'il y a du travail qui est fait et qui est fait dans le bon sens. La Samsamar réalise les travaux de réhabilitation à la Cotonnière, un projet de 35 millions d'euros financé à 80% par l'État et à 20% par la commune de Matoury. Et concernant la régularisation, donc effectivement on a débuté la procédure de régularisation. Donc spécifiquement sur la zone de Cotonnière, les gens avaient déjà consigné un certain nombre de fonds chez le notaire. Et donc là on poursuit le versement des fonds. Et donc il y a simultanément une procédure administrative qui est le volet modification du PLU et réalisation de la zone d'aménagement concerté qui sont en cours. Donc l'enquête publique devrait commencer prochainement. Et à partir de là, les gens pourront devenir effectivement propriétaires. La collectivité n'avait pas forcément les moyens humains et financiers pour pouvoir réaliser cette opération. Donc c'est une concession qui a été attribuée à la Samsamar en 2005. Et voilà, donc nous intervenons pour le compte de la commune avec des financements de l'État et de la commune pour réaliser les travaux, régulariser le foncier et faire également de l'accompagnement social. Une cour d'appel de plein exercice, voilà ce que demandent le barreau de Cayenne et la région Guyane. En fonction depuis le 1er janvier 2012, bon nombre de compétences échappent encore à ce jour à sa juridiction et sont confiées à la cour d'appel de Fort-de-France. Pour le barreau et la région Guyane, la pilule a du mal à passer. Nous avons toute une liste de matières qui relèvent encore de la compétence de la Cour d'appel de Fort-de-France et non pas de Cayenne. Et ces critères-là d'attribution, ce n'est pas la spécialisation de la Cour d'appel de Fort-de-France. On aurait pu penser qu'effectivement des magistrats spécialisés, hyper spécialisés, puissent se pencher sur des dossiers. Ça n'est pas du tout le cas. Le critère, c'est la complexité de l'affaire ou la complexité apparente de l'affaire. Et on voit, par exemple, dans ces affaires d'orpaillage qui ont vraiment ébranlé la population guyanaise, eh bien, que ce sont des magistrats et le procureur de la République de Fort-de-France qui vient en Guyane pour coordonner l'enquête, etc., concernant une matière qui concerne vraiment spécifiquement des ressources naturelles de la Guyane et dont les infractions sont commises sur son territoire. La Cour d'appel de Cayenne a, si on peut le dire, les mains liées sur les affaires concernant les contrats de la commande publique, les pollutions des eaux maritimes ou encore les affaires liées aux infractions en matière sanitaire. C'est absolument anormal, il n'y a pas plus de compétences, il n'y a pas moins de compétences non plus à Fort-de-France qu'à Cayenne. Donc dans ces conditions-là, je pense qu'il y a des efforts d'ajustement à faire dans certains aspects et réellement des actions spectaculaires à mener pour obtenir qu'au moins les affaires guyano-guyanaises d'orpaillage restent confiées et jugées en Guyane. À quelques jours de la visite de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, les magistrats de Guyane défendront cette idée d'une cour d'appel de plein exercice.